La Russie est puissante, elle possède tout le peuple, l'équipement et le savoir-faire nécessaires pour vaincre l'Ukraine une bonne fois pour toutes. Et lorsque cela arrivera, Poutine sera considéré comme l'un des plus grands dirigeants russes de tous les temps. Du moins, c'est ce qu'il veut nous faire croire. La réalité, c'était bien différente. Poutine est tellement désespéré qu'il sera obligé de mettre fin à la guerre d'ici 1 an. C'est ce qu'affirme un ancien premier ministre russe, autrefois allié de Poutine, mais qui a maintenant été qualifié d'agent étranger par le dirigeant dictatorial de la Russie. Le 14 juillet, Times Radio s'est entretenu avec Mikhail Kasyanov. Entre 2000 et 2004, Kasyanov a été Premier ministre de la Russie. Si cette période semble notable, c'est parce qu'elle couvre les 4 premières années du règne de Poutine en tant que président de la Russie. Rescapé de l'administration de l'ancien président Boris Eltsine, Kasyanov s'est vite désillusionné face aux politiques économiques de Poutine. Il a quitté le gouvernement en 2004 et depuis, il est une épine dans le pied de Poutine. Il s'est présenté à l'élection présidentielle en 2008, bien qu'il ait finalement été empêché de participer pour des raisons politiques. Kasyanov a pris la parole lors de manifestations russes réclamant des élections équitables, et il a été cofondateur du Parti de la liberté du peuple, qui s'oppose à Poutine. Peu de personnes dans le monde connaissent Poutine aussi bien que Kasyanov. Il y a aussi peu de personnes que Poutine déteste plus que son ancien Premier ministre. Kasyanov est l'une des voix d'opposition les plus fortes avec lesquelles Poutine doit composer. Et dans son entretien avec Times Radio, Kasyanov indique clairement qu'il pense que Poutine ne pourra pas poursuivre la guerre en Ukraine encore très longtemps. S'il veut avoir une chance de conserver sa position de dirigeant de la Russie, Kasyanov estime que Poutine doit capituler d'ici 1 an. S'il ne le fait pas, l'ancien Premier ministre affirme que toute la guerre en Ukraine s'effondrera et que le régime de Poutine pourrait tomber avec elle. La pression exercée sur Poutine est la raison pour laquelle il doit demander la paix, affirme Kasyanov. Et cela nous amène aux principales raisons pour lesquelles Poutine est au bord de la reddition. Tout commence avec le président américain Donald Trump. Lorsqu'on lui demande s'il pense que Trump a la volonté de tenir tête à Poutine, Kasyanov répond que le président américain pourrait bien jouer un rôle clé dans la reddition de Poutine. Il souligne les récentes actions entreprises par Trump qui vont mettre une énorme pression sur les épaules de Poutine. Tout d'abord, Donald Trump finirait par être d'accord avec ses collègues européens. Il ne s'agirait pas de transférer à l'Ukraine du matériel et des munitions, mais de les vendre contre de l'argent. Cela permettra de revitaliser les nouvelles livraisons à l'Ukraine. C'est une bonne chose à faire, affirme Kasyanov. L'ancien Premier ministre russe fait référence à un accord que Donald Trump aurait conclu avec les alliés de l'OTAN des États-Unis à la mi-juillet. Le New York Times a rapporté cet accord, en précisant que Donald Trump l'a annoncé lors d'une interview à la Maison-Blanche, aux côtés du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Selon Donald Trump, l'OTAN va commencer à acheter des armes aux États-Unis, qui pourront ensuite être rapidement distribuées sur le champ de bataille. Ainsi, l'Ukraine pourra les utiliser pour se défendre contre les forces de Vladimir Poutine. Cette décision est intervenue alors que Donald Trump exprimait sa frustration envers Vladimir Poutine pour ne pas avoir participé aux pourparlers de paix. Je suis déçu par le président Vladimir Poutine, parce que je pensais que nous aurions conclu un accord il y a 2 mois, mais cela ne semble pas se concrétiser, a déclaré Donald Trump en annonçant l'accord. Trump a ajouté « Mes conversations avec lui sont très agréables. Et puis des missiles sont lancés la nuit. Il a trompé beaucoup de monde, il a trompé Clinton, Bush, Obama, Biden, il ne m'a pas trompé. L'accord est conclu, il est entièrement approuvé. Bientôt, des armes fabriquées aux États-Unis vont affluer en Ukraine, grâce aux alliés de l'OTAN du pays, affirme Trump. Cela représentera vraiment des quantités massives d'équipements militaires. Bien que les mécanismes spécifiques et ce que l'Ukraine recevra n'aient pas encore été révélés, Kasyanov espère que la bureaucratie ne retardera pas l'accord. Espérons qu'il ne faudra pas beaucoup de temps pour fournir à l'Ukraine l'équipement nécessaire, et en particulier les systèmes Patriot. Ce que nous voyons ici, c'est de la pression. Kasyanov pense que la pression exercée sur Poutine par ce nouvel accord sur les armes contribuera à forcer le dirigeant russe à demander la paix. La logique est solide. Pendant l'été, Poutine a lancé une nouvelle offensive contre l'Ukraine. Cela a conduit la Russie à déployer 50 000 soldats pour créer une zone tampon à Soumy, ainsi que plus de 110 000 envoyés à Donetsk, dans le but de prendre Pokrovsk. Parallèlement à cette offensive terrestre, Poutine a également lancé un nombre record de drones et de missiles sur les villes ukrainiennes. Le succès de Poutine cet été dépend du fait que l'Ukraine ait un accès limité, voire inexistant, au type de système de défense avancé qui pourrait stopper l'offensive nette. Les déclarations de Trump suggèrent que l'Ukraine disposera des armes dont elle a besoin. L'offensive de Poutine sera stoppée, alors que des milliers de soldats russes et des centaines d'unités d'équipements militaires seront détruits. Encore un échec parmi la longue série de nombreux autres observés depuis que Poutine a lancé son invasion exercera une pression supplémentaire sur Poutine pour mettre fin à la guerre. Et si cela ne fonctionne pas, il y a aussi les droits de douane secondaires que Trump a menacé d'imposer à la mi-juillet. En plus du nouvel accord avec l'OTAN,
Trump a également annoncé qu'il donnait à Poutine 50 jours à partir du 14 juillet pour conclure un nouvel accord avec l'Ukraine. Ou bien les États-Unis imposeront des sanctions secondaires à la Russie. L'idée ici est simple. Les États-Unis ne peuvent pas vraiment nuire à la Russie avec des droits de douane directs pour le moment. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont trop faibles pour que cela se produise. Le représentant américain au commerce souligne que seulement 35 milliards de dollars d'échanges ont eu lieu entre les États-Unis et la Russie en 2024, ce qui est une somme minime compte tenu de la taille des deux nations. Si les droits de douane directs ne fonctionnent pas, les droits de douane secondaires sont la manière dont Trump compte nuire à Poutine. Selon ce plan, tout pays qui achète à la Russie sera frappé de droits de douane qui rendront plus difficile le commerce de ces pays avec les États-Unis. C'est une situation où l'on est pris entre le marteau et l'enclume. Chaque pays concerné sera contraint de prendre la décision difficile de continuer à commercer avec la Russie malgré les droits de douane américains, ou d'abandonner complètement la Russie. Donald Trump espère que la plupart feront ce dernier choix, ce qui portera un coup sévère à l'économie russe. En parlant de l'économie russe, Mikhail Kasyanov a également abordé l'impact que les sanctions occidentales ont eu sur la Russie et sur l'effort de guerre de Vladimir Poutine. Au départ, Mikhail Kasyanov dit que les sanctions n'ont pas eu l'effet escompté par l'Occident. Les sanctions individuelles, tous ces paquets imposés pendant la période de 3 ans, n'ont tout simplement pas eu d'effet immédiat, n'ont pas forcé Vladimir Poutine à arrêter la guerre et... Nous savons que Vladimir Poutine continue d'avancer, même si la Russie subit 24 311 sanctions, dont 21 692 ont été mises en place après que Vladimir Poutine a lancé son invasion. Cependant, les sanctions ont encore accru la pression sur les épaules de Vladimir Poutine, et cette pression commence à se faire sentir dans toute l'économie russe, comme l'explique Kasyanov. Elles ont créé un problème majeur pour le pays, et il y a actuellement un effet cumulatif sur une période de 3 ans. Et Vladimir Poutine sent que cela devient de plus en plus difficile. D'ici la fin de cette année, ce sera encore plus difficile. Et même déjà, ses ministres l'avertissent à ce sujet, les banques russes aujourd'hui sont certainement inquiètes de ce que l'avenir réserve à l'économie russe. Le 26 juin, Bloomberg a rapporté que les banques russes ont tiré la sonnette d'alarme en privé concernant le nombre de leurs clients, entreprises et particuliers qui ne parviennent pas à rembourser leurs prêts. Les taux d'intérêt élevés sont à blâmer, selon le média, alors que la Russie doit faire face à un taux d'intérêt de 20%, ce qui rend presque impossible pour les entreprises de contracter des prêts. Il y a un risque croissant d'explosion d'une crise de la dette en Russie, rapporte Bloomberg. Les responsables bancaires russes le déclarent. De plus, les portefeuilles de prêts des banques commencent à s'effondrer. Une estimation a montré que le portefeuille de prêts aux entreprises des banques russes a diminué de 15 000 milliards de roubles, soit 19 milliards de dollars au cours des 2 premiers mois de 2025 avant de se stabiliser. Bloomberg dit que les avertissements de récession économique planent fortement sur la Russie. Les nerfs sont à vif, ce qui provoque de fortes tensions. Et selon Bruegel, une partie de la raison est que Poutine a militarisé l'économie russe. La priorité donnée à la défense, en particulier dans l'industrie manufacturière, a conduit à la création d'un modèle économique insoutenable. La production de biens, en dehors du secteur de la défense, s'effondre, ce qui réduit les revenus de la Russie provenant des exportations, car sa puissance industrielle est consacrée à la fabrication d'armes. Les soldats du pays doivent continuer à faire pression contre l'Ukraine. Cette transformation a d'abord été bénéfique pour l'économie russe. Même en 2024, Bruegel souligne que la Russie a annoncé une croissance de 41%. Mais le premier trimestre de 2025 n'a enregistré qu'une croissance de 14%, ce qui équivaut à une contraction de 0,6% de l'activité économique par rapport au trimestre précédent. C'est là que réside le problème de Poutine. Les changements qu'il a apportés à l'économie russe convenaient pour le court terme, lorsqu'il pensait que ses forces pourraient vaincre l'Ukraine en seulement quelques années. Maintenant, cela ne s'est pas produit. Les problèmes économiques commencent à se manifester. Les sanctions mentionnées par Kasyanov ont un impact. Le Centre d'études stratégiques et internationales, ou Centre d'études stratégiques et internationales, affirme même que les sanctions ont remodelé l'avenir économique de la Russie. Les sanctions imposées par les nations de la coalition ont indéniablement affaibli les capacités économiques de la Russie, limitant sa capacité à soutenir ses efforts militaires en Ukraine. En 2022, le produit intérieur brut de la Russie a connu une contraction de 21%. Et bien qu'elle ait pu retrouver la croissance à mesure que la guerre s'éternisait, cette croissance était le résultat de sa transition vers une économie de guerre, construite sur la production, suivie de la destruction d'armes de guerre, souligne le Centre d'études stratégiques et internationales. La résilience dont l'économie russe a fait preuve pendant les 3 premières années de la guerre déclenchée par Poutine était impressionnante, mais l'endurance économique de la Russie est désormais épuisée. Nous pouvons désormais le constater dans les statistiques commerciales, ainsi qu'avec la contraction de l'économie russe.
Le 14 juillet, le Moscow Times a rapporté que les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine avaient chuté de 9% au cours du premier semestre 2025. Bien que cela ne semble pas être un chiffre énorme, la Chine a été une bouée de sauvetage pour Poutine. C'est la Chine qui a intensifié ses achats de pétrole russe en quantité record, lorsque les sanctions occidentales ont rendu difficile pour Poutine de vendre ailleurs. Une réduction des échanges commerciaux, maintenant, plus de 3 ans après le début de la guerre, est la dernière chose que Poutine souhaite alors qu'il s'efforce de poursuivre son invasion. En parlant du pétrole, pour eux, les chiffres ne sont pas beaucoup plus encourageants de ce côté-là. En juin, Bloomberg a rapporté que les revenus pétroliers de la Russie étaient tombés à leur plus bas niveau depuis 2 ans. Poutine n'a pu percevoir que 55 milliards de dollars de taxes liées au pétrole en mai 2025, soit une baisse de 32% par rapport au montant perçu un an plus tôt. Le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur rapporte également que les revenus globaux de la Russie provenant des combustibles fossiles ont diminué de 18% au cours du deuxième trimestre de 2025. Et cette baisse des revenus s'est produite même si la Russie a vendu 8% de pétrole en plus au premier trimestre de 2025. Ces problèmes économiques sont de mauvaises nouvelles pour Poutine. Ils expliquent aussi pourquoi le dirigeant russe mise tout sur l'offensive de l'été. C'est pourquoi Poutine aimerait faire pression et lancer une opération offensive maintenant. Juste efficace, afin que pendant ces quelques mois, tant qu'il se sent encore financièrement assez stable, juste pour faire pression sur l'Ukraine, pour détruire l'Ukraine, Kasyanov explique que Poutine doit agir maintenant, parce qu'il pourrait ne plus en être capable à l'avenir. Le pétrole pourrait être la clé. La situation pourrait changer si le plafonnement du prix du pétrole est réellement mis en œuvre et contrôlé. Dans ce cas, simplement l'afflux de revenus dans le budget fédéral de Poutine, explique Kasyanov à Times Radio. Cela réduira la capacité de Poutine à financer. C'est le problème auquel il est déjà confronté, et c'est un problème qui ne fera qu'empirer pour le dirigeant russe. Juste 4 jours après que Kasyanov ait parlé à Times Radio, le Royaume-Uni et l'Union européenne se sont mis d'accord sur un nouveau plafond de prix qui réduira ce que la Russie peut facturer pour un baril de pétrole transporté par voie maritime de 60 $ à 47,60 $. L'Union européenne prévoit également de mettre en place un plafond mobile qui, selon elle, sera toujours inférieur de 15% au prix moyen du marché pour le brut Oural, qui est le principal mélange de pétrole de la Russie. Ce que nous avons ici, ce sont 2 formes de pression. Du côté de Donald Trump, Vladimir Poutine doit faire face au double problème du nouvel accord de l'OTAN et de la menace de sanctions secondaires. En un peu plus d'1 mois, c'est une pression immense qui s'exerce sur le dirigeant russe. Les sanctions secondaires alimentent également la pression créée par les problèmes économiques de la Russie, ce qui pousse Poutine au bord de devoir renoncer à son invasion, à moins qu'il ne veuille que tout son pays subisse les conséquences. Et il y a encore plus de pression. La Russie fait face à une grave crise de main-d'œuvre. L'économie de guerre que nous avons mentionnée plus tôt a créé énormément de problèmes de main-d'œuvre en Russie. Poutine a désormais besoin d'une guerre pour que l'économie de son pays fonctionne. C'est un problème, comme l'explique Kasyanov. Des problèmes croissants ne permettraient pas de maintenir un tel système, un tel modèle pendant longtemps. Rien que le problème de main-d'œuvre. Poutine n'a personne pour travailler. Toutes les personnes sont maintenant simplement transférées des industries civiles vers l'industrie militaire. C'est un problème qui ronge la Russie depuis que Poutine a lancé son invasion à grande échelle et qui va atteindre son paroxysme en 2025. En février, le monde diplomatique a noté que la Russie connaît une pénurie de main-d'œuvre d'environ 5 millions de personnes, ce qui représente environ 68% de la population active du pays. Une combinaison de la guerre de Poutine et du déclin du taux de natalité en Russie est à blâmer. La Russie a été contrainte de combler le manque de main-d'œuvre en accueillant davantage de travailleurs immigrés. C'est une solution à court terme. Le ministre du Travail russe, Anton Kotyakov, a révélé l'ampleur du problème le 14 juillet, au moment même où Kasyanov donnait son interview. D'ici 2030, nous devrons intégrer 109 millions de personnes dans l'économie. Environ 80 000 nouveaux emplois seront créés, et environ 101 millions de personnes auront atteint l'âge de la retraite, a-t-il déclaré. En d'autres termes, Poutine est confronté à la fois à un problème de main-d'œuvre et à une crise démographique. Le chômage en Russie est également à un niveau historiquement bas, de 2,2%, selon United 24 Médias. Cela pourrait sembler positif à première vue, mais ces chiffres bas du chômage prennent une nouvelle signification. Lorsque vous apprenez que la Russie compte des milliers d'emplois que ses entreprises civiles n'arrivent pas à pourvoir, faute de main-d'œuvre suffisante. L'industrie civile est déjà en train de se réduire, elle est déjà en contraction, explique Kasyanov à Times Radio. Les chiffres officiels du premier trimestre montrent que l'industrie civile est déjà simplement en contraction. C'est le problème auquel il fait aussi face cette année, et cela va empirer. Une situation complètement différente aura émergé d'ici la fin de 2025, affirme Kasyanov. Une situation qui verra Poutine s'accrocher de justesse, s'il ne demande pas la paix. Times Radio pose alors la question directement à Kasyanov. Poutine sera-t-il forcé de faire la paix,
avec toute cette pression l'empêchant de faire ce qu'il fait depuis 3 ans? Kasyanov répond que oui. Si la pression augmente sur le régime de Poutine, comme je l'ai mentionné dans ces 2 directions, alors Poutine demandera la paix, d'ici la fin de 2025. Au-delà de la pression que Poutine subit déjà, explique Kasyanov, il pourrait en subir encore davantage si les États-Unis approuvent un projet de loi présenté par le sénateur Lindsey Graham. Ce projet de loi est essentiellement une version encore plus percutante des droits de douane secondaires que Trump a menacé de mettre en place si Poutine n'accepte pas la paix dans les 50 jours. Le projet de loi prévoit un tarif d'au moins 500% par rapport à la valeur de tous les biens et services qu'un pays achète à la Russie. Encore une fois, gardez à l'esprit que ce n'est pas la Russie qui paiera ce tarif, ce sont les pays qui achètent à la Russie. Graham pense que son projet de loi donnerait à Trump une arme puissante qu'il pourrait utiliser pour frapper Poutine, marquant ainsi un tournant dans la guerre en Ukraine. Le projet de loi de Graham sera-t-il adopté? Nous ne le savons pas encore, mais nous savons ceci. Cela exercerait encore plus de pression sur un dirigeant russe, dont les genoux fléchissent déjà sous le poids qui pèse sur ses épaules. Tout cela nous amène à ce qui se passera à l'avenir. Times Radio évoque les menaces répétées de Poutine contre l'OTAN, et la possibilité que la Russie puisse envahir un pays de l'OTAN si Poutine l'emporte en Ukraine. The Guardian indique que Reuters a déjà suggéré que la Russie pourrait être prête à attaquer un pays de l'OTAN dans les 5 ans suivant juin 2025. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'OTAN a relevé ses recommandations de dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut. Kasyanov explique. Cela ne se produira que si Poutine est victorieux en Ukraine. Je crois qu'une telle situation ne pourrait devenir réelle que si l'Occident permettait à Poutine de détruire l'Ukraine, dit-il à Times Radio. Et si Poutine remportait cette guerre victorieuse contre l'Ukraine, alors il avalerait immédiatement la Moldavie, qui est un petit pays voisin. Et ensuite, il essaiera de tester l'article 5 de la charte de l'OTAN, pour voir si cet article fonctionne ou non. Selon l'article 5, chaque membre de l'OTAN a le devoir de venir en aide à tout autre membre qui subit une attaque directe contre sa souveraineté territoriale. La seule chose qui arrêtera les tentatives de Poutine de tester l'OTAN, c'est que l'Ukraine lui tienne tête. Si l'Ukraine tient bon, Poutine ne se sentira pas enhardi. Il ne pourra pas avoir la confiance de pouvoir s'en prendre à un membre de l'OTAN, même un petit pays comme l'Estonie ou la Lituanie. Au contraire, il comprend que l'OTAN et l'Occident uni se dresseront contre lui pour soutenir l'Ukraine. Et si l'Ukraine reçoit une aide militaire et que toutes les pressions sont exercées sur la Russie, Poutine sera obligé de réaliser que cela frappera la Russie de manière plus directe. S'il est assez insensé pour attaquer un pays de l'OTAN, les propos de Kasyanov révèlent que le président russe est dans une position de plus en plus affaiblie. La pression exercée sur lui par les sanctions est déjà en train de ruiner l'économie russe. Une pression supplémentaire sous la forme de l'accord américain, de l'OTAN et de sanctions secondaires ferait complètement s'effondrer son régime. Vladimir Poutine sera contraint de demander la paix, non pas parce qu'il le souhaite, mais parce que 3 ans et demi de guerre et la pression exercée sur son pays l'y obligeront. La crise économique imminente de la Russie est le plus gros problème que Vladimir Poutine doit gérer s'il espère ne pas avoir à demander la paix. Franchement, c'est la véritable raison pour laquelle la Russie ne pourra jamais gagner cette guerre. Découvrez-en plus dans notre vidéo, où nous analysons en profondeur à quel point l'approche de Vladimir Poutine a endommagé l'économie de son pays. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur la situation de plus en plus fragile de Vladimir Poutine en tant que président de la Russie. Et merci comme toujours de nous regarder.